Bonjour, monsieur Vitton. Ça fait quelques mois donc, que nous sommes venus. La dernière interview était été. Et depuis, donc, beaucoup de choses ont avancé dans votre commune et beaucoup de possédants se posent des questions à l'heure actuelle. Donc je vais commencer par vous demander, ma première question est toute simple. On a parlé d'un emprunt de 290 000 €. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors d'abord il faut savoir que cet emprunt que nous avons découvert au dernier conseil municipal n'est pas un nouvel emprunt. Il remplace un emprunt de 500 000 € que le maire avait demandé de voter en 2014. Alors pour nous c'est une satisfaction parce que nous avons mis beaucoup de pression, nous avons été extrêmement vigilants en disant que cet emprunt de 500 000 € n'était pas justifié et on s'aperçoit que finalement il a été réduit. Alors pourquoi cet emprunt? C'est pas un mal en soi de faire un emprunt quand on dirige une commune. Alors ce que je reprochais à M. Ferrero, donc au maire, c'est d'avoir laissé déraper de plus de 600 000 € les frais de fonctionnement, alors que les recettes n'avaient augmenté que d'environ 400 000 €. Donc par suite, la part qu'il mettait pour l'investissement, la part du budget qu'il mettait pour l'investissement était réduite, et du coup il était obligé de recourir à un emprunt. Voilà. Oui, M. Feder, donc, mais pouvez-vous nous éclaircir sur la différence entre fonctionnement et investissement? Oui, alors, écoutez, le fonctionnement comprend évidemment le gros budget, c'est la masse salariale, mais c'est aussi la charge de l'emprunt, c'est les contrats de prestation de services que la municipalité passe pour nettoyer le marché, pour nettoyer des locaux, sont les festivités, sont les subventions aux associations, puis l'entretien des locaux communaux, bon, puis j'en oublie peut-être. Et l'investissement, l'investissement, c'est préparer le futur, ça peut être une construction, un achat de terrain, voilà. Et si vous voulez, quand je parlais du distinguo entre investissement et fonctionnement, j'aime bien prendre l'exemple d'une famille. Il y a la famille Durand, la famille Dupont. Alors j'espère qu'il n'y en a pas au Bossé, qui ne m'en voudront pas. Si vous voulez, il y a la famille Durand. Bon, les deux gagnent à peu près pareil. Mais Durand, ils aiment bien manger, aller au restaurant, partir en vacances, s'habiller, etc. Et puis la famille Dupont, eux, ils vivent un petit peu plus modestement, mais ils mettent un peu d'argent de côté. Et alors les deux doivent renouveler, changer leur voiture, et puis, je ne sais pas, ils sont propriétaires d'un logement, ils doivent changer les fenêtres. Donc, Durand, lui, il n'a rien mis de côté, il est obligé d'emprunter le maximum. Et puis Dupont, lui, qui est un petit peu plus prudent, il emprunte moins. Donc, il y en a un qui vivra mieux après et l'autre moins bien après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Durand, lui, il faut qu'il espère avoir une grosse augmentation de salaire. Et si on revient sur la mairie, si on ne met pas beaucoup de fonds propres dans les investissements, comme ce qui a été fait en 2014, on est obligé de plus emprunter. Alors, une mairie en général emprunte sur 20 ans, donc ça ne se voit pas tout de suite, mais on ira tôt ou tard dans le mur. Oui. Donc, M. Feder, dans le village, beaucoup de rumeurs courent sur les dossiers sensibles. Pouvez-vous nous éclaircir? Bon, moi je vois quand même deux dossiers sensibles que nous suivons actuellement. Alors, le premier, il s'agit de la crèche. À peu près tous les programmes des candidats prévoyaient une
une extension de la crèche parentale Loupichou. Donc je pose une question écrite au dernier conseil municipal de 2014. Ma question disparaît. Je la repose donc au premier conseil 2015. Et là, j'ai une ou plutôt des réponses qui me laissent assez perplexe. Alors, je renvoie les personnes qui nous font l'amitié de nous regarder au compte-rendu sonore du dernier conseil municipal, mais vous verrez que les positions de l'adjointe à la petite enfance et les positions du maire sont différentes, parfois contradictoires. L'un disent on a les locaux, l'autre bon il faudra voir le bâti, etc. Et on refuse de nous indiquer les pistes sur lesquelles la municipalité travaille. Donc, je dois dire que ce type de réponse m'inquiète. Peut-être une inquiétude qui n'est pas justifiée, je l'espère, parce que les Bossétans apprécient depuis 27 ans le travail qui est fait par la crèche parentale Loupichou. Donc, M. Feller, au chapitre des dossiers sensibles, ce qui revient le plus souvent, c'est le dossier de l'époux de M. Ferrero. Le recrutement, surtout. Voilà, alors, bon, il s'est dit beaucoup de choses. Je crois qu'il faut faire un point. Alors, est-ce que le maire avait le droit de recruter un ou une directrice de cabinet? La réponse est oui. Il n'y a pas de délibération de conseil municipal à prendre. C'est à la discrétion du maire et il n'y a aucune condition d'expérience ou de diplôme. Est-ce que c'était opportun? Alors là, c'est autre chose, parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, avec le dérapage du budget de fonctionnement, inscrire au fonctionnement ce nouveau salaire et ses charges était quelque chose, à mon avis, d'inopportun. Maintenant, se pose également le problème d'éthique et de déontologie. J'ai fait référence à un maître de conférence de Sciences Po Paris, M. Patrick Martin-Genier, qui explique que même s'il est légal de recruter un membre de sa famille comme directeur de cabinet, cela pose de véritables problèmes déontologiques. Donc là, que ce recrutement était légal. Cependant, j'ai demandé la décision de gestion courante que le maire a dû rédiger avant d'effectuer ce recrutement, de manière à ce que je puisse en regarder le bien fondé. Qu'avez-vous à ajouter? Bon, écoutez, d'abord un vœu que le maire rétablisse un climat plus serein dans le conseil municipal. Lors des 2 dernières séances, il a levé la séance pour m'empêcher de terminer mes interventions. Et puis que les documents qu'il m'a promis arrivent, et notamment il m'a promis un organigramme de la municipalité. Voilà. Monsieur Feller, nous allons aborder maintenant le chapitre de la communauté d'agglomération. Oui, alors là, je me demande si tout le monde a bien réalisé, parmi les élus de la communauté d'agglomération, que la loi avait changé en 2014 et que maintenant les minorités municipales siégeaient au conseil. En effet, je suis dans l'impossibilité de faire acter que j'ai voté contre le rapport sur le prix et la qualité du SPANC. C'est absolument invraisemblable. Lorsque je demande cette rectification, le président fait voter l'Assemblée, comme quoi je n'avais pas voté non. Ensuite, pour la commission consultative des services publics locaux, le
le président n'avait pas présenté la liste de candidats que je présentais, ce qui est évidemment contraire au texte. Il a fait voter un compte-rendu dans lequel il précise qu'il a présenté les deux listes. Donc, un travail extrêmement compliqué que je dois mener dans ce conseil. Vous avez voté contre le rapport sur le prix et la qualité du SPANC. Pouvez-vous nous dire plus? Oui, alors je rappelle que le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif. Alors, effectivement, j'ai voté contre. D'ailleurs, il y a une vidéo qui l'atteste que vous trouverez sur notre site. Que s'est-il passé le 15 septembre? On nous a demandé de voter un budget de 3 lignes dans lequel était mentionné charge 800 000 € à peu près, sans aucun détail. C'est-à-dire que le service public du SPANC n'avait pas rempli ses obligations de présenter aux élus un budget correct, et en plus, la période sur laquelle était établi ce budget que nous a demandé de voter n'était pas la bonne. Donc j'ai été malheureusement le seul des présents à voter contre. Alors, à chaque conseil, depuis le 15 septembre, j'ai réclamé, souvent en vain, des précisions. Au dernier conseil de février, le président a décidé de faire venir les deux codirecteurs du SPANC pour s'adresser au conseil. Je dois dire qu'il m'avait très courtoisement, 48 heures avant, reçu avec mon expert comptable pour m'expliquer un certain nombre de choses. Alors, je renvoie aussi à la vidéo que nous avons faite. Le but que je poursuivais était de donner finalement une occasion au SPANC et aux élus finalement d'expliquer le fonctionnement et surtout le coût du SPANC qui irrite de nombreux usagers. Donc, discussion assez longue. J'ai obtenu d'abord que les charges de structure soient détaillées dans le prochain budget. J'ai demandé également le détail d'un contrat de sous-traitance pour la gestion. Et puis, en écoutant ce que disait le directeur du SPANC qui intervenait, il explique qu'il aura fini les contrôles fin 2015. La nouvelle série de contrôles doit débuter en mai-juin 2018. Je lui ai posé la question, que se passera-t-il étant donné qu'entre la fin 2015 et la mi-2018, vous allez encaisser à peu près 1 million d'euros de redevances sans travail en face. Je laisse les auditeurs regarder les réponses qui ont été données. Alors, personnellement, je suis persuadé qu'il faut continuer à être vigilant, à demander des comptes, et je pense qu'il est fort possible que le tarif baisse avant les prochaines élections si les usagers se mobilisent. Finalement, que faut-il faire? Payer ou pas? Alors, d'abord, je ne suis pas là pour donner des mots d'ordre à la population. Alors, si on regarde le problème, d'abord, il y a une loi. Le but de cette loi est de protéger l'environnement et je pense que 99% des usagers souhaitent protéger l'environnement. D'autre part,
ce tarif a été voté à l'unanimité par les élus. Donc, je pense qu'on est effectivement obligé de payer cette redevance, mais comme je le disais précédemment, il faut être extrêmement vigilant, il faut que les usagers s'adressent à leurs élus, il faut que nous soyons extrêmement, je disais, oui, vigilants sur les comptes qui nous sont présentés, et je fais le pari que la redevance baissera peut-être avant les prochaines élections. Et pour conclure, M. Frédin. Écoutez, deux choses. La première, évidemment, au niveau du conseil municipal, nous allons continuer notre attitude constructive. Je rappelle quand même que nous avons voté plus de 90% des propositions du maire, mais vigilantes, et notamment, nous attendons le prochain budget. La deuxième chose, c'est que notre action ne peut avoir de sens qu'avec le soutien des habitants et qu'avec la communication. Donc j'en profite pour appeler les auditeurs à s'inscrire sur notre site, donc les Amis du Beaussais rassemblés. L'inscription est gratuite, vous cliquez par un simple clic et vous serez tenu au courant chaque fois que nous publierons quelque chose. Et puis, si vous voulez aller un petit peu plus loin, nous soutenir en adhérant aux Amis du Beaussais rassemblés. Merci, M. Mitterrand. Merci, M.